Bienvenue Polysécure, épisode technique. Je suis accompagné de Sébastien. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, Sébastien. Je travaille comme ce qu'on appelle aujourd'hui un DevOps. Ça fait peut-être 5 ans maintenant que je suis dans le métier. J'ai commencé comme petit sysadmin et j'ai monté ma carrière jusqu'à DevOps, on va dire, pas beaucoup plus haut, mais bref, je suis dans le métier depuis un bout. Puis, Oui. Bon, essentiellement, là, on va aborder le Kubernetes, qui est un sujet qui, à mon sens, est important parce que c'est là où, à bien des égards, on s'en va dans nos infrastructures infonuagiques. Et sur site également, parce qu'on est capable de le faire sur site, même si ça demande un chemin un peu plus compliqué. On va aborder dans cet épisode-ci une forme d'introduction à qu'est-ce que Kubernetes, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça représente. Justement, ton 20-ish années de là-dedans va justement être très pertinent justement pour guider. Puis, on va commencer par la base. Qu'est-ce que Kubernetes? Parce qu'on a quand même un débat en pré-show dans lequel bref, je me suis fait expliquer les choses de la vie. Bon, pour recentrer un peu, effectivement, j'ai été, je pense, un des early adopteurs de Kubernetes, de Docker surtout. J'ai même à l'époque écrit une espèce de scheduler qui fait un peu ce que fait Kubernetes aujourd'hui en Python. Parce que pour moi, Kubernetes n'était pas assez mature encore à l'époque et ne collait pas vraiment à mes besoins. Donc bref, je connais ça depuis un certain temps. Qu'est-ce que c'est Kubernetes? Je dirais qu'il y a deux visions. La vision grand public, c'est un scheduler. Donc, c'est un morceau d'application auquel on va dire, voilà mon application, voilà ma workload, et je veux que ça fonctionne. Et je veux que mon application tourne en tout temps, et j'en veux 3 instances, par exemple. Et Kubernetes va prendre ça, va choisir sur quel serveur le démarrer, et va s'assurer que ça fonctionne en tout temps. Si ça crache, il va le redémarrer. Il y a une vision un peu plus bas niveau qui est de dire que Kubernetes est une API et qu'en fait, le scheduler de Kubernetes n'est qu'un module qui utilise l'API de Kubernetes pour faire autre chose. Donc, plus on va creuser dans Kubernetes, plus on va se rendre compte qu'en fait, effectivement, Kubernetes, c'est une espèce de base de données clé-valeur qui est basée sur un outil qui s'appelle etcd avec une API en avant de ça. Donc, à laquelle on va pouvoir décrire des objets et d'autres applications vont pouvoir venir regarder ces objets quand ils changent ou quand il y a des nouvelles demandes qui arrivent et interagir avec tous ces objets dans l'API de Kubernetes. Donc, on pourrait dire le scheduler, la gestion des disques, la gestion du réseau, et ainsi de suite, ne seraient que des modules qui viendraient interagir sur l'API de Kubernetes. Ça, c'est la vision plus bas niveau. Un peu ce qu'on voit, comment on essaie de définir l'info nuagique moderne, ce qui est juste essentiellement des appels API. Donc, on pourrait dire en quelque sorte que ça l'a précédé ces choses-là. Tu as fait référence justement à Docker, parce que Kubernetes n'est qu'une interface pour interagir avec des conteneurs. Et les conteneurs ne sont pas nécessairement des Dockers, parce que ça peut être plus que ça. Et je pense que c'est quand même c'est l'élément atomique qu'il faut quand même qu'on définisse parce que c'est pas une full machine, mais ça représente quand même une unité qui est importante et qui nous sert à représenter ce qu'on doit orchestrer à travers les API de Kubernetes. Exactement. Alors, tout ça, ça vient du monde Linux. Alors, ce qu'on appelle très couramment un container ou un Docker, mettons que Docker, c'est des gens qui ont développé une API pour créer des containers, pour utiliser les fonctionnalités de Linux qui permettent de créer une espèce d'application virtualisée qu'on a appelée un container. Donc, c'est différent de la virtualisation dont on a l'habitude, où on virtualise une machine au complet. Là, on virtualise une application. Et puis, cette application, on la met dans un module qu'on a appelé un container et ça lui donne accès à certains appels système qui lui permet de fonctionner.
sans qu'on ait à gérer un OS au complet juste pour l'application. Donc là, on gère plus que l'application. Kubernetes, c'est basé là-dessus. C'est le module de base de ce qu'on peut exécuter dans Kubernetes. Alors longtemps, le pionnier, on va dire, a été Docker, qui a créé une API très simple avec laquelle on pouvait s'interfacer pour dire, moi, je veux créer un container de telle application, je veux lui donner tant de ressources, accès à tel disque, à telle capacité du système et à tant de mémoire. Donc, ils ont créé une API qui permettait de faire ça et Kubernetes, au départ, s'est interfacé là-dessus. Et avec le temps, avec les enjeux commerciaux et avec les choses, il y a d'autres choses qui se sont créées et qui permettent aujourd'hui de créer des containers sans utiliser Docker. Docker qui est quand même une compagnie et peut-être même une marque déposée, je ne sais pas, et qui est partiellement payant de nos jours pour certains usages. Donc il y a d'autres technologies qui se sont développées. Il y a d'autres formats pour décrire qu'est-ce que c'est un container. Mais au final, tout ça fonctionne de la même manière. Ça fonctionne sur Linux, ça a été porté sur Windows. Mais en gros, ça fonctionne, c'est une espèce de virtualisation des ressources de la machine auxquelles on donne accès à une application. Je sais pas, est-ce que c'est bien expliqué ou? Oui, dans le fond, c'est de la virtualisation de l'application, pas de la virtualisation de machine. Si on le résume très simplement. Puis très, très, très simplement. Puis c'est important de comprendre parce que Kubernetes s'appuie sur cette notion-là pour justement mettre en œuvre beaucoup de choses. Puis effectivement, comme Docker est devenu un peu comme ce qu'on a des Skidoo et des Kleenex, c'est-à-dire que c'est une marque commerciale qui exprime un concept et qui a changé parce qu'il y a effectivement d'autres technologies de conteneurs qui existent maintenant. De mémoire, il y a au moins 4 ou 5 différentes qui sont accessibles. Et ils agissent à différents niveaux, mais effectivement, il y a Container D. Et là-dessus, il y a différentes interfaces qui sont Cryo, puis plein d'autres dont j'oublie le nom, là, mais il y a en tout cas. Mais au final, vu de Kubernetes, c'est toute la même chose. C'est une application qui est packagée dans ce qu'on appelle un container. Oui, c'est ça. Lui, il gère le niveau du conteneur. Donc, c'est justement comment il manipule indépendamment de la nature du conteneur lui-même. Mais il faut quand même comprendre que l'unité atomique qu'il déplace, c'est un conteneur. Donc, il faut s'assurer. Si on veut vraiment rentrer dans le détail, tout dépendant de l'implantation de Kubernetes qu'on utilise, il y a des supports de conteneurs qui sont plus ou moins variables. Donc, il faut être quand même prudent. Si on veut expérimenter à la maison ce genre de choses-là ou installer un micro-cluster, il faut savoir que c'est pas toutes les images qui sont supportées dans ce genre de choses. Au-delà de ça, au-delà du fait qu'on a une image, au-delà qu'elle est virtualisée sur une machine, dans généralement Linux, historiquement, qui partage une même machine. Puis ça aussi, c'est important de savoir, c'est que comme en virtualisation plus classique, on partageait un kernel avec une machine physique, en Kubernetes, c'est la même chose, ou en Docker. On partage de façon beaucoup plus intime une même machine dans ce contexte-là. Puis il faut en tenir en compte de cet élément-là parce que ça a des sécurités, puis on va en parler plus tard dans un autre épisode, mais ça a quand même des impacts. Puis ça a des impacts aussi de façon comme dans le design, puis on en parlait, puis tu m'as largement expliqué comment ça fonctionnait, là. Mais cet élément-là d'usage de la machine est quand même très important, puis Kubernetes est quand même le volet orchestrateur très important. C'est ça. Là où avant, on virtualisait l'entièreté de la machine dans une VM, donc la VM était une machine en elle-même, sauf qu'elle accédait aux ressources d'une machine physique. Le container, il est un peu plus subtil et finalement, on ne virtualise que le minimum de ressources dont l'application a besoin, c'est-à-dire quelques accès disques, une certaine quantité de mémoire, une certaine quantité de CPU et ce qu'on appelle des capacités, des capabilities qui permettent d'avoir accès à certains appels système au niveau du kernel de la machine qui tourne en dessous. Donc, il n'y a pas de kernel dans notre container. On a juste accès à certains appels pour faire des I/O, pour ouvrir des ports réseau, par exemple, ce genre de choses.
Et effectivement, en fonction du système qu'on utilise pour gérer nos containers, on va avoir plus ou moins de finesse et le système en lui-même va avoir besoin plus ou moins de capacité de la machine. Par exemple, tous les containers vont être root ou on va pouvoir créer des containers qui ne sont pas root, par exemple. Et ça va un petit peu dépendre du système qu'on utilise. Donc, c'est un premier enjeu de sécurité finalement. On ne va pas en parler aujourd'hui, mais la sécurité commence là au niveau de Kubernetes. Après, et je ne sais pas trop quelle question tu vas me poser ensuite, mais l'entité dans Kubernetes, ce n'est pas un container, c'est ce qu'on appelle un pod. Et un pod, c'est un groupe de containers qui fonctionnent ensemble normalement dans un réseau virtuel qui est propre au pod. Donc, c'est une espèce de plusieurs containers qui vont fonctionner ensemble dans une micro-ressource finalement. Oui, puis quand on amène la notion de pod et ces réseaux virtuels-là, ça a été le premier... une des premières places où je me suis pété les dents sans parler de Kubernetes, juste avec Dockers. Juste le fait d'héberger plusieurs Dockers sur une même machine dans un réseau virtuel qui n'est pas nécessairement accessible directement de la machine haute. Ça a été assez brutal pour ma compréhension des choses. Parce que là, je me trouvais avec une machine dans un environnement, dans une machine, puis je comprenais pas comment faire. Puis là, avec le temps, là, j'ai réussi à comprendre que je suis capable de me propulser dedans, mais puis ça, c'est dans le fond, même une des façons très qui est maintenant non recommandée d'ailleurs, là, genre de mapper un port. C'est comme je m'en rappelle le terme exact qu'ils utilisent, mais mapper le port de la machine virtuelle sur ton hôte de base, là, ce qui est pas super recommandé. Je pense Node Port, je pense. Oui. Qui est pas une super bonne pratique sécurité, là, mettons, là, parce que puis même réseau, parce que là, on vient de rattacher la machine, le pod à ton autre, dans lequel on devrait juste se mettre dans un réseau qui est le leur à ce moment-là. Là. Donc, ça, c'est des notions qui viennent de la couche de containers. Kubernetes ne fait que les utiliser. Kubernetes n'a rien inventé là-dedans. Mais effectivement, quand on fait un pod de plusieurs containers, on crée un réseau virtuel. Donc, on crée des nouvelles interfaces virtuelles réseau sur la machine. On leur donne un plan d'adressage IP qui leur est propre, qui ne parle pas forcément, qui n'est pas forcément routé au niveau de la machine. Donc, on est vraiment isolé. Et les pods, ils vont se parler dans leur micro-réseau local. Les containers vont se parler dans leur micro-réseau local qui appartient au pod. Mais en général, quand on fait ça, c'est parce qu'on veut parler à l'extérieur. Et donc, pour parler à l'extérieur, il faut soit que ce réseau-là soit routé vers l'extérieur. Si on veut y accéder, il faut bien soit qu'il soit routé vers l'intérieur, soit, comme ce que tu disais, qui est une autre possibilité, qui est un port qui soit non pas attaché sur ce réseau-là, mais sur le réseau de la machine. Donc, qui permet d'attaquer l'intérieur de nos containers, mais en passant par la machine elle-même. Donc, en routant de manière transparente à l'intérieur de la machine. Donc, Kubernetes reflète toutes ces possibilités-là à travers son mécanisme, à travers son API. Et effectivement, quand on crée un pod, il va fatalement avoir un réseau privé, mais après ça, on peut créer des services qui vont permettre de rentrer plus ou moins à l'intérieur du pod. Donc, soit un service standard qui va être mettons une espèce de routage à l'intérieur du pod, soit en créant donc ce que tu appelles un node port, qui va être de créer un port sur la machine elle-même. Donc dans ce cas-là, on n'attaque pas le pod directement, il suffit de joindre la machine et la machine va forwarder le trafic à l'intérieur de notre pod. Oui, puis j'amène ces points-là parce que c'est des notions qui sont pas, disons, naturelles pour les vieux cheveux gris comme je suis, où on arrive dans un univers où on vit dans un réseau, on vit dans le fond un réseau dans une machine qui devient dans sa forme la plus simple quand on a juste un node, et quand on a plus qu'un node, ben là on étend le problème. C'est sûr que c'est pas Kubernetes, mais l'orchestration qui vient avant, mais quand même, tout ça devient relativement à terme intégré aussi. Là, puis
donc c'est à prendre en considération justement ce réseau virtuel-là, le fait qu'on ne doit pas exposer les nodes non plus autant. C'est pour ça que le node port n'est pas recommandé parce qu'on a bien exposé le réseau des nodes quand le réseau des services devrait être vraiment dans son réseau, dans la façon qu'ils l'ont conçu. Qu'ils l'ont conçu initialement là, dans un espace à part. Là. Il y a une couche supplémentaire dont j'ai pas parlé, c'est que tu peux démarrer aussi ton pod directement sur le réseau de la machine. Ça a certains avantages une fois de temps en temps. Quand, par exemple, ton pod, c'est lui qui va gérer la couche réseau de ton cluster. Et là, tu as envie qu'il soit accessible depuis la machine directement. C'est lui qui gère le réseau, donc il faut bien le bootstrapper à un moment donné. Donc là, dans ce cas-là, tu dis que ton pod, il utilise le host network, donc il est directement sur le réseau de la machine. Ouais, mais c'est là, tu amènes des notions intéressantes parce que tu dois créer ou recréer une couche réseau. Donc, tu as un node, pas un node, un pod qui s'occupe spécifiquement de ton interface réseau. Dans le fond, qu'on doit comme recréer ces notions-là. Puis, tu parlais de d'autres nodes aussi ou d'autres pods qui devaient apparaître justement pour créer parce que tout se gère, mais tout se gère à travers des pods, tout se gère à travers la même structure. Et c'est là où Kubernetes commence à devenir de plus en plus important parce qu'il vient gérer tous ces nodes qui sont des nodes fonctionnels et donc les nodes d'application. Là. Alors, on va faire un pas en arrière. On n'a pas parlé de l'architecture de Kubernetes lui-même. Donc, Kubernetes, c'est un cluster. On a dit tout à l'heure, il y a une espèce de base de données qui s'appelle le TCD. Il y a une API qui est littéralement un programme. On démarre un programme Kubernetes API qui va démarrer, qui va répondre et qui va communiquer avec la base de données. Après ça nous prend des serveurs parce que à un moment donné, il faut bien que ça tourne quelque part, ces choses-là. Donc, les serveurs, dans le monde de Kubernetes, on appelle ça des nodes. Qu'est-ce que c'est un node? C'est n'importe quel ordinateur, je vais prendre le terme le plus basic, n'importe quel ordinateur sur lequel on exécute une application qui s'appelle Kubelet. Kubelet, on va démarrer et on va lui dire « Connecte-toi à l'API serveur à telle adresse ». Et à partir de ce moment-là, Kubelet, il va démarrer, il va scanner le node, ou alors on va dire à Kubelet « Démarre en faisant croire que tu as 4 CPU et 15 GB de RAM ». Kubelet, il va démarrer, il va s'enregistrer dans l'API en disant « Moi, je suis tel node, j'ai tant de mémoire, j'ai tant de CPU ». Donc, on va faire ça sur tous nos serveurs. Et à partir de ce moment-là, Kubernetes, il peut commencer à travailler parce que il va pouvoir recevoir vos requêtes et puis choisir sur quel node il va aller démarrer les affaires dont il a besoin de démarrer. Mais ça, c'est vraiment juste la base. Et c'est là que la complexité rentre en ligne de mire. Il y a vraiment une manière très simple de dire, OK, je vais prendre 3 serveurs Linux, je vais démarrer des kubelets dessus, puis je vais prendre un autre serveur, ou voire même sur le même serveur démarrer mon API. On peut aussi faire ça. L'un n'empêche pas l'autre. Un API serveur peut aussi être un serveur normal, un node normal. Et puis, on va utiliser le réseau de base de ces machines-là pour communiquer. On peut très bien faire ça. Et puis, Kubernetes va fonctionner très bien avec ça. Mais avec certaines limitations. Puisqu'encore une fois, chacun des nodes va démarrer des pods. Chaque pod a son réseau virtuel privé à l'intérieur. Mais à un moment donné, il faut qu'un pod puisse communiquer avec un autre sur la même machine et il faut qu'il puisse communiquer avec un autre sur une autre machine. Et là, ça fait rentrer une espèce de complexité réseau qui fait que si notre pod a un réseau virtuel, comment est-ce qu'on fait communiquer un réseau virtuel d'une machine à une autre, voire même d'un pod à un autre, puisqu'ils sont virtuels, mais ils ne sont pas forcément routés, ils ne se parlent pas forcément. Donc là, arrive une problématique réseau. Et comme Kubernetes est une API, avec le temps, on a développé des capacités qui permettent de démarrer un container spécifique pour le réseau, qui va, entre autres, parler à l'API, mais qui va aussi parler au kernel ou à l'IP table, à la couche réseau de chacun des nodes, et qui va aller configurer un certain nombre de choses. Alors, la nouvelle tendance, d'ailleurs, c'est même plus IP table ou quoi, c'est IBPF. Donc, le nouveau Berkeley Firewall
IBPF, je me souviens plus ce que ça veut dire, mais bref. La nouvelle façon Linux Donc, pour utiliser justement l'espèce de firewall built-in. Pour pouvoir configurer des micro-applications au niveau du kernel qui vont entre autres pouvoir gérer le réseau. Au lieu d'avoir un vrai module dans le kernel qui va gérer ton réseau, tu es capable de développer des micro-applications qui vont venir se greffer au niveau du kernel et puis qui vont changer un petit peu la donne. Donc, mettons que c'est moins monolithique que la couche iptable d'un Linux, par exemple. Donc, c'est plus souple et ça scale mieux. Mais bref, tout ça pour dire qu'il y a différents modules réseau maintenant qu'on peut installer et qui vont venir configurer la topologie réseau entre les différents pods et entre les différents nodes de ton cluster. Oui, puis c'est ça. Puis quand tu parlais d'API, puis c'est justement, c'est le fun de rebondir là-dessus. C'était des conteneurs de technologies diverses qui sont agencés par Kubernetes dans ce cas-ci, dans lequel il y a des produits tiers qui viennent rehausser l'élément de base, donc qui utilisent les API. On parlait du réseau, mais il y a une panoplie d'autres fonctions qui sont couvertes maintenant par des API et non par Kubernetes de façon native, mais qui s'orchestrent à travers tout ça, d'où l'importance de l'API lui-même, mais qui permet de nous ramener à une situation un peu plus, pour les vieux, c'est plus connu. C'est-à-dire, tu parlais du réseau, mais on a d'autres couches aussi, là, la segmentation, on a tout le mission control aussi qui est contrôlé par API, qui est probablement un autre pod aussi qui vient s'inscrire là-dedans. Là, tu vas déjà loin. Ben, on peut parler des API de base. C'est pour ça que pour moi, Kubernetes, je vois ça comme une API et pas comme un scheduler. C'est que on va commencer par la partie scheduler. La partie scheduler, c'est quoi? C'est à un moment donné, vous avez votre application, vous voulez la démarrer dans Kubernetes. C'est un microservice et vous voulez 3 instances de cette application dans votre cluster. Kubernetes, c'est une API parce que vous allez décrire dans un fichier YAML ou un fichier JSON. Mais généralement, on utilise du YAML. Et vous allez dire, ben moi, je veux faire un déploiement de mon application qui va utiliser tel container et peut-être tel container, puisqu'il peut y en avoir plusieurs à l'intérieur d'un pod. Mais vous allez définir c'est quoi votre application. Combien de mémoire elle a besoin, combien de CPU elle a besoin, est-ce qu'elle a besoin de disques, est-ce qu'elle a besoin de fichiers de configuration. Alors là, il y a différentes notions dans Kubernetes. Ça peut être des secrets, ça peut être des config maps, donc qui sont simplement des fichiers de config. La différence entre un secret et un config map, c'est que le secret, il est base 64 encoded. Donc, il est encodé en base 64. C'est pas très fort comme secret, mais c'est ça la réalité. Alors qu'un config map, lui, il est clear text. Vous pouvez le lire directement. Donc, vous allez définir votre pod et vous allez envoyer ça à l'API. Vous allez dire à l'API, tiens, voilà le fichier de configuration, voilà ce que je veux que tu fasses. Et dans ce cas-là, il y a une application qui s'appelle le scheduler qui regarde ce qui se passe au niveau de l'API. Et quand il va voir un objet de type déploiement, ben le scheduler, il va prendre ce déploiement, il va regarder ce qu'il y a dedans, et puis il va commencer à mettre les choses en place. Et ben, typiquement, mettre les choses en place, c'est dire, ton application, elle a besoin de 2 CPU et 2 GB de RAM. Est-ce que j'ai un serveur, est-ce que j'ai un node dans mon cluster qui a 2 CPU et 2 GB de RAM de disponible? S'il en trouve un, eh ben, il va avancer d'une étape, c'est-à-dire, il va dire, OK, on va réserver l'espace, on va déployer sur tel serveur parce que je sais qu'il y a de l'espace nécessaire pour déployer notre application. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à parler. Alors, je coupe un peu les chemins pour aller un peu plus direct, mais en gros, je vous ai dit tout à l'heure, sur chaque serveur, il y a une application qui s'appelle Kubelet. Et Kubelet, elle parle à l'API. Donc, le scheduler, il va créer des nouveaux objets dans l'API et il va dire, il faut que le kubelet de tel serveur crée un nouveau réseau virtuel pour le nouveau pod. Et là, le kubelet, il va prendre ça. Alors, ça marche pas exactement comme ça, mais c'est ça qui se passe. On va comme créer un nouvel objet dans l'API Kubernetes qui va être lu par le kubelet.
Et là, le kubelet, il va faire des choses au niveau local sur le serveur. C'est le kubelet qui va créer les choses sur chacun des serveurs. Donc, c'est lui qui va créer le nouveau container. C'est lui qui va créer la nouvelle couche réseau qui va être utilisée. S'il y a des nœuds de port, c'est lui qui va créer le nœud de port. C'est lui. Et non seulement il va créer, mais il va observer ce qui se passe sur le serveur. Donc, c'est votre espèce de loop qui va monitorer que le process est toujours là. Ben, c'est Kubelet qui va faire ça. Et il va le faire et il va rapporter à l'API server en disant « Ok, tout est beau, tout tourne, le process est là, il répond bien. S'il y a besoin de faire des pings, s'il y a un port de monitoring, par exemple, sur votre application, on va valider toutes les 10 secondes pour être sûr qu'elle répond puis qu'elle est toujours OK. » C'est le Kubelet, encore une fois, qui va faire ça et qui va rapporter l'information au niveau du cluster, au niveau de l'API server. Et là, le scheduler, lui, il regarde tout ce qui se passe. Si jamais le kubelet, il arrête de répondre, ou si jamais l'application ne répond plus au kubelet, il va dire « Ah, ben là, mon application ne répond plus. » Ou elle est morte. Et là, il y a des décisions qui vont être prises par différents modules de l'API server, entre autres le scheduler, et potentiellement, à un moment donné, il va prendre la décision de restarter autre chose, ou de modifier la configuration, ou de faire quelque chose avec. Oui, puis ça, c'est intéressant. Là, tu parles beaucoup de clusters, qui est quand même une unité définie dans un contexte Kubernetes. On parle aussi de namespace aussi comme étant une unité de définition de portée. C'est quoi la différence un peu entre les deux? Alors, Kubernetes fonctionne en termes de cluster. Donc, un cluster, c'est un certain nombre de serveurs, un certain nombre de nodes qui se référencent à un API server. Donc, ça, c'est les ressources, grosso modo, du cluster. Après ça, donc l'autre entité dont on a parlé pour l'instant, c'est le pod. Donc, c'est un certain nombre de containers qui travaillent ensemble dans un réseau virtuel, pour faire simple. Mais après, on peut organiser un petit peu ces pods au lieu d'avoir, à un moment donné, 200 pods à plat. C'est un peu comme un file system. On veut les mettre dans des dossiers. Le namespace, c'est à peu près ça, c'est un dossier. Donc, l'application A, on va créer le namespace A et puis on va mettre l'application A dedans. Et peut-être il y a ABC qui vont aller qui travaillent ensemble, puis on va les mettre dans tel namespace. Il y a un namespace, par exemple, par défaut qui s'appelle kubesystem, où on va retrouver généralement des pods qui sont fondamentaux pour faire fonctionner le cluster. Donc, typiquement, des pods qui vont gérer le DNS, des pods qui vont gérer la couche réseau dont on vient de parler, des pods qui vont gérer des accès proxy ou ce genre de choses. Si vous faites du service mesh, par exemple, vous allez avoir un namespace Istio system avec toutes les histoires de Istio. On en parlera sûrement plus tard du service mesh, mais bref. Donc, c'est libre à vous. Vous pouvez découper vos workloads dans différents namespaces. C'est l'équivalent de déplacer vos fichiers dans différents dossiers pour bien les retrouver et pour les retrouver facilement. Le namespace, c'est en vrai, j'ai beau essayer de réfléchir, mais c'est exactement la même affaire que tu fais un dossier dans ton file system. Tu vas pouvoir donner des droits d'accès sur ce dossier qui fait que certains utilisateurs auront droit d'y accéder ou pas. Alors ça, ces droits d'utilisateurs en termes de Kubernetes, ça se traduit par les airbags qui vont permettre à certains utilisateurs ou certaines applications d'accéder à certaines choses de l'API ou de certains namespaces ou de certains pods qui tournent à l'intérieur des namespaces ou de certains autres services pas services, mais objets qu'on peut retrouver dans le Kubernetes. C'est une forme de barrière plus abstraite que le cluster, parce que le cluster, c'est quand même une barrière plus rigide, mais qui est quand même l'MCF est quand même plus utile. Tu as fait référence justement au airbag à travers ça, qui sont la structure de justement d'assignation, parce que les gens en sécurité savent airbag, le role-based access control là, qui est rattaché à ça, qui l'ont nommé comme ça dans Kubernetes. C'est possible qu'on rattache avec une source d'identité plus robuste que ce qu'on invente, là. As-tu des exemples de ce côté-là, de meilleures pratiques, justement, pour improviser? Donc, les airbags dans Kubernetes, c'est une espèce
Donc, c'est du rôle. Donc, c'est basé sur des rôles. Donc, on définit des rôles. Par exemple, le rôle admin, il a accès à tout. Donc, je vous ai dit, Kubernetes, c'est une API. Donc, le rôle admin, il a accès à tous les objets de l'API. Et après, on va attribuer ces rôles à des objets dans Kubernetes, à d'autres objets. Et ces objets, ça peut être un service account, par exemple. Donc, on peut dire, OK, l'account Nick, il a accès au Airbag admin. Donc, tu es admin du cluster. Tu as accès à toutes les ressources. Mais on peut définir des airbags qui vont être utilisés par des ressources elles-mêmes. Donc, dans Kubernetes, il y a une notion de service account qui peut être, en l'occurrence, un utilisateur externe qui veut accéder au cluster, mais qui peut être un service account à l'intérieur du cluster. Donc, on va démarrer un pod en lui disant « Toi, tel pod, tu appartiens à tel service account ou tu es exécuté par tel service account. » Et après ça, on peut dire, ce service account, il a le droit d'aller faire ci ou d'aller faire ça au niveau du cluster. Et donc, on peut limiter les accès à l'API, on peut limiter les accès à d'autres namespaces. Donc, on peut vraiment granulairement définir finalement quelle application peut faire quoi au niveau du cluster. Ben, c'est ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je l'abordais parce que justement, cette notion-là, on n'a peut-être pas, maîtrise pas. On a l'impression que les pods font n'importe quoi. Et l'important, les différents objets dans ça, justement, que c'est contrôlé par un système plus structuré, justement, qui nous permet d'aller plus loin. Là. On fera un autre podcast là-dessus parce que la sécurité en elle-même dans Kubernetes, c'est quelque chose de très complexe. Mais il faut bien... Le airbag, c'est lié à l'API server. Le airbag ne va pas empêcher un pod de parler à un autre. Pour empêcher un pod de parler à un autre, ça va nous prendre quelque chose au niveau du réseau. Et ça, c'est pas les airbags. Ça, c'est ta couche réseau qui va venir définir ça, par exemple. Après, il y a d'autres mécanismes dont tu as parlé tout à l'heure aussi qui sont l'admission. Ça veut dire que quand on va parler à l'API server et qu'on va lui envoyer certaines données, on est capable de définir des programmes qui vont intercepter les données qu'on envoie à l'API server et les valider ou les modifier. Donc ça, c'est une autre couche de sécurité qui existe comme en bordure de l'API, on va dire. Mais encore une fois, ça ne concerne que ce qui touche à l'API elle-même. Donc, tout ce qui veut aller modifier quelque chose à l'intérieur du cluster. Donc, il y a quand même cette notion, cette différence à faire entre les choses qui touchent au cluster lui-même et la communication comme plus classique au niveau réseau entre un pod à un autre. J'ai quasiment envie de dire peu importe le namespace. Le namespace, c'est juste un moyen de filtrer. On peut dire namespace A peut parler à namespace B, mais pas à namespace C, par exemple. Donc, si on définit ce genre de topologie, on peut dire, OK, ma base de données est dans B, mon application front-end est dans A, A peut parler à B, mais B ne peut pas parler à C parce que C, c'est une autre application, par exemple. Ou c'est autre chose, ça n'a pas rapport. Voilà. Mais là, on est au niveau réseau. On est plus dans quelque chose de traditionnel, j'ai envie de dire. La couche réseau est différente. Les outils pour la gérer sont différents parce qu'encore une fois, on passe par l'API. Mais on est dans le monde réseau, on n'est pas dans le monde Kubernetes au sens propre. Oui, puis ce serait important que tu le soulignes parce qu'il y a cette espèce de frontière entre ces deux mondes-là parce que dans Kubernetes, on est constamment entre le monde classique, dans le réseau, et le monde qui nous est amené dans cette on pourrait à la limite dire cloud native en quelques égards, qui est géré autrement par API, qui est géré de façon moins classique là, à certains égards ou plus moderne, qui fait que c'est différent, mais les deux mondes cohabitent, puis justement, le volet réseau est important, même si on aurait tendance à le balayer, et quand même là, il y a certains logiciels ou certaines solutions qui sont disponibles pour gérer spécifiquement le volet réseau, qui rajoutent des options supplémentaires pour aller plus loin correctement. Mais comme la plupart des choses, comme on parle de la mission control, c'est la même chose. Il y a quand même par API d'autres modules qui gèrent, qui viennent rajouter justement ces valeurs. Fait que, très intéressant. On a pas mal atteint le temps qu'on visait. J'allais faire un parallèle pour tes vieux là, qui écoutent le podcast.
à un moment donné, il y a eu quelque chose de plus ou moins nouveau qui est arrivé dans le monde de Linux, c'était IPVS. Je ne sais pas si tu as connu IPVS, mais c'était une couche qui permettait justement de créer des espèces de clusters avec des IP qui allaient balancer d'un serveur à l'autre si jamais. Oui. Si jamais il y a genre t'avais un serveur qui failait, hop, l'IP basculait de l'autre côté. C'est ça qu'on retrouve, c'est l'équivalent de ça qu'on retrouve dans les différentes couches réseau qu'on peut utiliser. C'est différentes manières de faire un petit peu les mêmes choses parce que comment est-ce qu'on route le trafic d'un nœud à l'autre, d'un pod à l'autre et comment est-ce qu'on implémente le firewalling entre ces différentes choses-là. Donc, grâce aux briques de Kubernetes, quand on utilise une couche réseau qui permet d'avoir ce firewalling-là, on est capable d'utiliser la notion de namespace. Donc, ça devient un élément supplémentaire. Au lieu de dire tel IP peut parler à tel IP, là, on a une autre notion qui peut être tel namespace peut parler à tel namespace, ou tel pod peut parler à tel pod, ou tel pod peut parler à tel namespace sur tel port, mais pas sur les autres. Donc, on vient mixer un petit peu la couche réseau traditionnelle avec les notions Kubernetes. Oui, puis ça devient l'infrastructure as a code, c'est-à-dire essentiellement on définit ces paramètres-là dans des fichiers de configuration qui deviennent autoportants, puis justement par les pods. L'avantage, c'est que si le pod se déplace d'un node à l'autre, ben, sa configuration va suivre et tous ces éléments-là vont suivre, donc une certaine forme de robustesse d'infrastructure supplémentaire par rapport à ce qu'on est habitué. Là. C'est ça. On vient faire une abstraction du serveur, l'abstraction de la VM. Ce qui compte, c'est le pod. On s'en fout de son IP. On s'en fout sur quel serveur il tourne. L'important, c'est son nom ou dans quel namespace ou à quel déploiement il est rattaché, de quelle application il fait partie. Voilà. C'est ça, on reconfigure différemment. Moi, ça fait le tour de mes questions pour le premier tour d'horizon. Est-ce qu'on a couvert tout ce qui est essentiel selon toi? Ou il y a d'autres choses essentielles qu'on devrait peut-être... Ça a peut-être été un peu brouillon, mais je pense qu'on a vu la base, ou au moins on a fait quand même un parallèle entre qu'est-ce qu'on avait avant dans des VM et qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui dans Kubernetes. Quels sont les points clés avec lesquels on va pouvoir jouer. Je sais que toi, tes auditeurs sont plus intéressés par la sécurité. Oui. Et je veux juste souligner qu'il y a une partie de sécurité qui ne change pas. Kubernetes, ça tourne sur des serveurs. Tu as toujours un Linux en dessous. Donc, la sécurité de ton Linux, ça reste exactement la même chose qu'avant. Oui, mais sous-entendu, quand il est cloud, tu as peut-être moins la main mise dessus, mais... mais la couche en dessous est toujours là, effectivement. Puis la sécurité, dans l'absolu, ne change pas. Justement, on doit en tenir compte. C'est pas parce qu'on a ces couches d'abstraction-là que les vieilles façons de faire sont abandonnées. On doit juste rajouter des nouvelles façons de faire par-dessus. Là. Après, ta couche réseau, il y a toujours une couche réseau. Donc, il faut toujours la sécuriser, elle aussi. C'est pas magique. Et après, tu as la notion de PON qui est dans des containers. Donc, tu as toujours une notion de sécurité au niveau des containers. Est-ce qu'ils tournent root ou pas? Est-ce qu'ils ont accès à tout le kernel, toutes les ressources kernel ou pas? Toutes les capacités du kernel ou pas? Voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses à explorer là-dedans. Et après, il y a la mécanique en elle-même du cluster, de Kubernetes, de l'API, qui fait que tu as un niveau de sécurité ou des niveaux de sécurité en plus sur lesquels tu peux aller jouer, dans lesquels, j'imagine, on reviendra plus tard. Oui, le plan de contrôle est un espace très intéressant à aller explorer, puis souvent oublié parce que, en tout cas, pour ce que j'en connais, puis j'ai moins d'expérience que toi là-dessus énormément, mais les gens ont tendance à être un peu désinvoltes face à le plan de contrôle, face aux différents éléments, en pensant que les pods, c'est moins grave parce que il y a comme je sens un peu moins de sérieux qu'il y en avait avant par rapport à... C'est comme ça que ça a été vendu. C'est que comme c'est dans un container, c'est isolé, donc tu n'as pas besoin de sécurité parce qu'au pire, tu as un container qui est corrompu, mais ça ne va pas mettre en péril ton système.
Je pense qu'il y a des gens qui réalisent que finalement, non, la sécurité de base est toujours valide, même dans Kubernetes, même dans des containers. Il faut toujours faire attention à ça. Moi, je vois plutôt une opportunité et une finesse de contrôle et surtout une facilité de contrôle qui est accrue. Mais encore faut-il se donner les moyens de mettre en place les bons outils pour contrôler ce qu'on fait avec notre cluster Kubernetes et qu'est-ce qui s'y passe dedans. Oui, puis je trouve ça à la limite plus facile parce qu'on a maintenant des fichiers de config dans lesquels on est capable de contrôler, dans lesquels ils sont à disposition, qu'on n'a pas plein d'affaires obscures à manipuler qui sont en disposition. Bref, on va conclure là-dessus puisque là, on est en train de rajouter. À chaque fois qu'on essaie de conclure, on essaie de rajouter. Depuis les 10 dernières minutes. Fait que sur ça, on va vraiment conclure pour de vrai cette fois-ci. Puis on va laisser ces volets-là plus précis, sécurité pour un prochain épisode. Merci énormément, c'était très agréable. Même comme je disais, un peu brouillon, mais maintenant c'est un peu aussi ça, la forme d'être un peu aléatoire et d'aller au gré des questions. Merci. Merci beaucoup, Nick. À bientôt.